Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes top et flops de mes jeux vidéo, séries et films de 2024. C'est un nouveau format qui va du coup revenir tous les ans je pense, puisque depuis donc début 2024 j'ai feed un thread Twitter où chaque jeu vidéo que je fais, chaque série que je fais, chaque film que je regarde, je partage des screens de cette œuvre et je donne un petit avis dessus. Ça me permet d'archiver tout ce que je fais, tout ce que je regarde, tout ce à quoi je joue sur l'année. Ça m'a été fortement inspiré. On a copié le Antolisso de la commu qui lui faisait ça depuis 2023 je crois déjà. Et j'ai pas été le seul qui a été inspiré, plein d'autres personnes de la commu ont suivi le mouvement en 2024 et peut-être même avant aussi, je ne sais plus, mais bref, moi en tout cas je m'y suis mis en 2024, je continue en 2025, donc si vous voulez voir ça vous allez sur mon Twitter. Au moment où je tourne on est le 20 janvier, donc je vous souhaite la bonne année, j'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Du coup pour cette vidéo je vais commencer par mes tops et flops de jeux vidéo, ensuite par les séries et on finira par les films. Du coup les jeux vidéo, je vais commencer par les flops, et dans mes flops jeux vidéo de cette année, en vérité j'en ai qu'un seul et c'est Unknown Awakening. Le gameplay est dépassé, l'histoire est juste nulle en fait, mais l'univers du jeu, l'univers est stylé et ça aurait mérité du coup un jeu bien plus qualitatif. Quand Bandai Namco m'a envoyé le jeu, je l'attendais dans le sens où les trailers m'avaient donné envie. Je m'attendais donc à une petite pépite, un petit jeu sympathique, peut-être un petit peu dans la lignée d'un Banishers mais en moins bien. Je m'attendais pas à être autant déçu par ce jeu, même si ça a été un supplice. Au moins de mon côté vous avez le let's play du jeu au complet. C'était vraiment horrible, surtout vers la fin, parce que tu enchaînes en fait la fin du jeu, genre les 2 dernières heures du jeu, en grosso modo peut-être même plus, c'est que on a des enchaînements de camps d'ennemis à l'infini. Tu fais que ça, t'enchaînes 4-5 camps, t'as une cinématique, tu enchaînes en fait, et j'ai pris franchement aucun plaisir. C'était comme je disais un supplice. Donc Unknown Awakening, grosse déception, c'est dommage. Mais dans mes flops de 2024, je mettrai du coup Banisher. Je vous ai fait une vidéo retour sur le jeu il y a quelques mois, je crois que c'était durant l'été, où je revenais beaucoup sur l'aspect scénaristique, le fait que c'est un putain d'histoire, Banisher. Hellblade 2 aussi, Hellblade 2 que j'avais fait du coup au mois d'août, un petit peu en retard, et j'ai vraiment adoré. Je pense qu'il y a moyen que ce soit mon jeu préféré de l'année. Encore une fois, il y a aussi une vidéo sur le jeu que je vous ai sorti début septembre je crois. Allez-y, allez la regarder si ce n'est pas déjà fait. Astrobot aussi dans les tops. J'ai pas fait de vidéo dessus, je sais pas si j'en ferai une, parce que en soi c'est de plateforme quoi, l'histoire elle est pas plus intéressante que ça. Donc hormis faire une vidéo pour dire que c'était cool de retrouver un plateforme en 2024 et que c'est un plateforme qui a tellement bien marché qu'il a été élu GOTY, bon, je vois pas ce que j'aurais eu de spécial à vous dire sur le jeu. Et l'autre top de l'année 2004, c'est bien évidemment Indiana Jones, sur lequel je vous ai fait déjà aussi 2 vidéos. Une première vidéo en début décembre avec l'analyse des trailers, et il y a quelques jours mon retour du format Throne of Games mais sans le nom Throne of Games. Comme je vous avais dit l'an dernier avec les DLT, mes formats de jeux vidéo sur la chaîne ont changé, et cette année ça a beaucoup changé à ce niveau là. Je pense que la vidéo Indiana Jones représente plutôt pas mal l'évolution du format vidéo JV sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la regarder si c'est pas déjà fait, bien évidemment. Par contre elle est 100% spoiler. Je mettrai des mentions hors 2024 également. La mention hors 2024 JV, c'est bien évidemment Red Dead 2. J'avais commencé en décembre 2023 et du coup on a fini mi-2024. C'est mon plus long let's play de l'année 2024, mon plus long let's play tout court sur la chaîne. Je crois qu'on est à base de 119 VOD, quelque chose comme ça. Gros kiff d'être retourné sur Red Dead 2 tout le long de l'année, quasiment tout le long de l'année 2024. Toujours aussi magnifique, toujours certainement le meilleur jeu de la décennie. Dans mon top aussi du coup hors 2024, on a Days Gone. Days Gone que j'ai commencé je crois octobre ou novembre, je sais plus. C'était pour compenser le fait que AC Shadows n'était pas sorti et que j'avais envie de replonger dans un monde ouvert. Donc du coup je me suis refait Days Gone que je n'avais fait qu'une seule fois. Le let's play n'existait pas, donc ça a été un plaisir de le faire et de ratisser le jeu comme je n'avais pas ratissé le jeu à l'époque. Du coup passons aux séries 2024. Du coup dans mes flops, il y a The Walking Dead, The One Who Lives, il y a toutes mes vidéos réactions sur les épisodes, mon petit bilan pour le dernier. C'est une série que j'ai énormément attendue, j'ai consacré beaucoup de vidéos dessus, des vidéos théoriques qui ont bien marché, que ce soit la grosse vidéo théorie d'après
fin de The Walking Dead. Les analyses aussi par la suite quand les trailers sont sortis. C'est vraiment une série que j'ai attendue. Pour moi, c'était la suite de la série mère. C'était retrouver Eric, c'était retrouver Michonne. Pour moi, ça devait être parfait de A à Z. Pour moi, c'était impensable que ça merde. Et on a vécu 4 bons épisodes sur tous les premiers qui étaient vraiment excellents. L'intrigue se dessinait, le premier épisode avec Okafor, bref, c'était vraiment incroyable le début. Puis il y a eu les 2 derniers épisodes qui ont juste tout gâché. Même dans le 4e épisode, en vrai, même si on avait des bons dialogues, il y avait des scènes what the fuck également. Même dans l'épisode 2, en vrai, le coup de la horde repoussée, etc., c'était un peu too much. Mais globalement, les 4 premiers épisodes se tiennent malgré quelques petites facilités, mais les 2 derniers, c'était une catastrophe. Je mets flop parce que ça a fini en queue de poisson et que ça a déçu énormément de personnes. C'est fini maintenant Walking Dead pour moi avec ça. Daryl Dixon saison 2, donc qui fait également partie des flops. Daryl saison 1, c'était vraiment sympa. C'était pas extraordinaire, mais c'était cool. Et là, la saison 2, c'est juste what the fuck sur 20 tout du long de la saison. Pour moi, avec la série de Rick et Michonne, ça y est, The Walking Dead, c'est définitivement fini. La seule raison qui ferait que je serais vraiment hypé par quelque chose, c'est qu'ils arrivent à faire revenir tout le monde pour, je sais pas moi, un épisode spécial, un téléfilm spécial où tout le monde se réunit, où il y a vraiment une volonté de conclure tout ça via, comme je disais dans mes vidéos réactions sur la fin, l'idée d'une saison 2 de The One Who Live où c'est juste les personnages qui se retrouvent après la fin de leurs intrigues respectives, ça m'irait très bien, donc pourquoi pas cette idée là. Maintenant je pense que j'ai l'impression que ça va pas se faire, donc Walking Dead pour moi c'est définitivement terminado. Dans mention hors 2024, il y a bien évidemment aussi Dead City que je n'avais jamais regardé, et donc du coup j'ai regardé la saison 1 en 2024, et vraiment cette série c'est juste un prétexte pour nous faire revenir à un Negan saison 7 et 8 dans une nouvelle série. Il y a plein de nouvelles communautés, il y a plein de nouveaux personnages. Moi ça m'intéresse pas. Vous avez la réaction des 6 épisodes sur mes réseaux Instagram et TikTok, et c'est pas sur YouTube, donc, puisque vu que c'est des Reels TikTok qui font plus d'1 minute, je pouvais pas vous les mettre en short YouTube. Je sais pas s'il y a moyen de foutre des shorts YouTube qui durent plus d'1 minute. Je pense sincèrement pas, j'ai essayé. Donc vous avez mes réactions, mais que sur mes réseaux Instagram et TikTok. Pour les flops séries, c'est tout. C'est vraiment l'univers Walking Dead qui sont vraiment en flop série pour ma part. Dans les tops, on a bien sûr la série The Bear. J'ai commencé en début d'année, je crois, les 2 premières saisons. J'ai suivi du coup la saison 3 quand elle est sortie. Je pense que c'est ma petite surprise de 2024. J'aime beaucoup la série, l'acteur principal que je connaissais déjà de Shameless, toutes les nouvelles personnes que je connaissais pas, et toutes les stars qui viennent dans la série The Bear, c'est juste incroyable. Toutes les stars qu'ils arrivent à faire venir dans cette série, c'est vraiment une série qualitative. Je vous la conseille si vous l'avez pas regardée. Aussi on a Shogun, certainement l'une des meilleures séries de l'année, Shogun. Fallout, excellente série qui a souffert malheureusement du fait, je trouve qu'elle a souffert de ça, de ne pas avoir de sortie toutes les semaines, mais d'être sorti, que la saison soit sortie tout en même temps, que tous les épisodes soient sortis en même temps. C'était sympa de tout regarder d'affilée, il n'y avait pas de pause, tu t'embêtais pas, t'allais jusqu'au bout, c'est cool. Mais il n'y a pas cet aspect d'avoir un épisode de chaque semaine, ou entre chaque semaine tu pouvais théoriser sur ce qu'il allait se passer par la suite. Je pense qu'elle a souffert de ça, la série, elle aurait duré plus longtemps sur l'année, en ayant du coup ces 2 mois d'existence, plutôt qu'une semaine et demie, parce qu'en vrai là Fallout c'est sorti, pendant 2 semaines on en a parlé, pendant 2 semaines les gens l'ont regardé, et puis après finito quoi, le temps de 2 épisodes en vrai, 2 semaines, donc c'est vraiment dommage. Il y a aussi la série From, grosse révélation de fin d'année pour moi, puisque From c'est une série dont on m'a parlé énormément durant l'été, on m'a beaucoup conseillé, plein de personnes qui venaient me voir sur les live Twitch m'ont conseillé de la regarder, mais je regardais Soprano en même temps, donc à cette période là, donc j'ai pas tout de suite plongé dans From, j'ai d'abord terminé les Sopranos avant de plonger dans From, puis j'ai plongé, j'ai énormément kiffé. Il y a moyen que je revienne sur la série pour une vidéo, mais pour quelque chose de particulier par rapport à la saison 4, donc je sais pas quand, mais il y a moyen qu'il y ait une bonne grosse vidéo théorique qui arrive pour la saison 4 de From. Et du coup en top aussi on a Dan Da Dan, la série animée qui est sortie sur Crunchyroll, sur Netflix en particulier, via laquelle du coup j'ai pu la regarder. C'est une série, c'est un manga dont Mademoiselle Soso n'arrêtait pas de parler pendant des mois avant que ça sorte en animé, et du coup c'est sorti en animé, du coup ça m'a donné envie de regarder.
et j'ai fortement kiffé Dan Da Dan. Et il y a aussi du drama à l'infini. Il y a un épisode en particulier qui m'a beaucoup marqué et du coup j'avais foutu dans les épisodes spéciaux de mon thread de review 2024. Yellowstone saison 5, la conclusion. Yellowstone, ça a été horrible puisque Kevin Costner, qui est la star de la série, a quitté le show entre la partie 1 et la partie 2. Il s'est consacré énormément à son film là, Horizon, la western, que j'ai commencé à regarder durant l'année et que je n'ai pas fini parce que j'ai pas trouvé le film extraordinaire. J'aurais peut-être dû le terminer, mais il fait 3 heures, donc j'ai eu une flemme intense de terminer le film. Mais il a tellement pas marché qu'il y aura pas de second opus, je crois, parce que c'était genre Horizon chapitre 1, je sais pas quoi. Et il y aura pas de deuxième chapitre. C'est un peu dommage que Kevin Costner se soit autant focus sur ce film, quitte à pas trop donner l'heure à Yellowstone, alors que Yellowstone, c'est quand même la série qui l'a fait, je vais pas dire relancer sa carrière, parce que Kevin Costner, en vrai, au cinéma, il est toujours autant présent depuis moultes années. C'est pas l'acteur qui a juste eu des gros succès en 90-2000 et qui après on n'a pas revu. Il a toujours tourné, il a toujours eu des gros films. Mais vraiment, la série Yellowstone, je trouve qu'elle lui a redonné une aura de ouf qu'il avait plus à l'ancienne que dans les années 2010, tu vois. Donc je trouve ça un peu dommage qu'il ait sacrifié, entre guillemets, sa partie Yellowstone pour son film. Mais l'affaire est plus compliquée que ça. Je parle de Kevin Costner, mais je pense qu'il y a aussi des soucis des deux côtés, que ce soit par rapport à Taylor Sheridan, le showrunner, etc. de la série, que Kevin Costner. Il y a vraiment quelque chose de particulier. L'affaire est dommage parce que du coup la série ne s'est pas terminée comme elle l'aurait dû, mais la deuxième partie et dernière partie donc de la série Yellowstone saison 5 partie B, partie 2 comme vous voulez, est quand même extraordinaire. Kevin Costner n'est pas là, mais les autres personnages tiennent largement le show, à tel point que j'aurais quand même, pourquoi pas, bien aimé genre une dernière saison, genre Yellowstone saison 6 pour une intrigue finale. Mais le fait de la conclure dans la deuxième partie, j'ai pas senti que c'était rushé, c'était bien fait, toujours avec plein de beaux plans, toujours avec une espèce de poésie westernienne incroyable. Donc vraiment Yellowstone, je vous la conseille, puisque finalement la fin est bonne aussi malgré le départ de Kevin Costner. Et il y a aussi les spin-offs, donc et des bons spin-offs. C'est ce qu'il y a de bien avec Yellowstone, vous voyez, c'est que à la différence de The Walking Dead, la série est bonne de A à Z et les spin-offs sont un minimum qualitatifs. Même si 1923 n'est pas une aussi bonne série que 1883 ou 84, je sais plus, ou 86, je sais plus, mais la série 1800 était vraiment incroyable. La série 1923, elle est un peu moins, mais elle est quand même vachement bonne, puisqu'il y a quand même Harrison Ford, il y a quand même Helen Mirren et tous les personnages qui gravitent autour. Je vous conseille vraiment l'univers Yellowstone si vous avez jamais regardé. C'est du western moderne, et avec les spin-offs, on est en plein dedans à l'ancienne époque. Et la dernière série dans mes tops, c'est Arcane saison 2, bien évidemment, qui est pour moi la meilleure série de l'année. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Je mettrai quand même Shogun juste derrière, mais vraiment Arcane saison 2, c'est pour moi la meilleure série 2024. Du coup, dans mention hors 2024, dans les séries, dans les flops, je vous avais parlé de Dead City, je vais pas y revenir, mais j'avais aussi regardé Stargate SG1, la saison 1, c'est dispo sur Amazon, et du coup, j'ai vraiment, apprécié le fait de replonger dans cet univers que je regardais à l'ancienne sur M6, les années 2000, tout ça, la nostalgie incroyable, mais force est de constater que la série, pour moi, a mal vieilli dans le sens où il y a vraiment très peu d'épisodes qui sont très intéressants. La majorité des épisodes, c'est l'équipe SG1 qui règle un problème sur une autre planète ou qui doivent s'occuper d'un virus qui est arrivé dans la base. L'épisode du virus, sur une saison, il y en a au moins 3-4 des épisodes comme ça, c'est infect. Pareil en saison 2, c'est trop en fait. Je pense que Stargate mériterait une nouvelle série, mériterait un remake, un reboot vraiment qualitatif. Je dis pas que la série originale n'est plus qualitative, il y a des tonnes de fans, etc. C'est culte Stargate SG1. Je pense que c'est un bon projet à remettre au goût du jour, et surtout que de faire en sorte que les saisons aient moins d'épisodes, que ce soit beaucoup mieux rempli, qu'il n'y a pas du remplissage pour rien, parce qu'il y a vraiment des épisodes, tu sens que c'est là pour du remplissage. C'est une autre époque aussi, c'est à base de vingtaine d'épisodes, c'est horrible. À la base, je voulais vraiment trouver
trouvé le moyen de trouver une liste des épisodes de Stargate où il n'y a que les épisodes importants par rapport à l'intrigue de la série, l'intrigue principale de la série, le lore, etc. Mais on m'a dit qu'il faut quand même regarder tout parce que certains épisodes qui sont un peu plus osef contiennent quand même des éléments importants par rapport à des personnages que tu retrouves plus tard dans des intrigues plus importantes. Donc j'ai tout regardé. Du coup, j'ai fait la saison 1, j'ai commencé la saison 2, je crois que j'étais à l'épisode 8 ou 9, un truc comme ça, et j'ai arrêté parce que le début de la saison 2 t'es vraiment dans des grosses intrigues. Il y a, je crois, épisode 4 ou 5, je sais plus exactement lequel épisode, où il y avait un épisode vraiment intéressant par rapport à ce qui s'était passé en début de saison 2. Il y avait des répercussions, il y avait tout un truc où le colonel O'Neill et les autres personnages étaient un peu dans une sauce par rapport à des gens qui pensaient avoir trouvé ce qu'était Stargate, etc. C'était un épisode ultra intéressant, mais après ça tu retombes dans des épisodes OSEF, et je me suis dit vas-y, me taper des 7-8 épisodes OSEF pour un bon épisode où t'avances, ça me saoule. Donc j'ai pas continué. J'aurais aimé continuer, j'aurais aimé aller au bout de Stargate SG1 parce que c'est une des séries cultes à l'ancienne que je regardais, comme je vous disais, sur M6. Il y avait un aspect très nostalgique, j'avais vraiment envie de retrouver en 2024 avec Stargate, mais non, c'était pas possible. D'où cette volonté d'un reboot. Du coup, dans les tops de mention hors 2024, la série Soprano, vraiment excellente, mais inégale. C'est-à-dire que vraiment les 2 premières saisons pour moi sont énormes, vraiment incroyables. Les 2 premières saisons. J'avais déjà vu le fait que Bryan Cranston qui disait que sans Tony Soprano il n'y aurait pas Walter White. J'avais déjà vu des trucs comme ça, mais regardez les 2 premières saisons de Soprano, c'est là où tu te rends compte que oui c'est vrai, c'est totalement vrai. Au-delà de l'aura du personnage, etc., il y a vraiment des scènes de la série que tu peux retrouver dans Breaking Bad. Par exemple, Tony Soprano, bon, alerte spoiler, en saison 1, Tony Soprano, il se fait attaquer par 2 ou 3 personnes, je crois, quand il est dans sa voiture. Et toute la scène, comment elle est filmée et tout, en vrai, c'est la même scène que Hank en saison 3 quand il se fait tirer dessus par les 2 jumeaux, là, quand il se fait attraper par les 2 jumeaux, je crois que c'est en saison 3. Hein. Et c'est pour moi, cette scène avec Hank, maintenant, je la vois comme un énorme clin d'œil à la tentative d'assassinat de Tony Soprano en saison 1, par exemple. Il y a vraiment plein de choses comme ça dans Soprano qui sont excellentes, mais pour moi, il y a un gros creux, il y a un gros vide d'intérêt. Et on n'avance pas dans la série à partir de la saison 3 jusqu'à la moitié de la saison 5. La seconde moitié de saison 5 est vraiment bonne. Le début de la saison 6 et du coup de la dernière saison est très cool aussi. Dans cette bulle-là, en fin de saison 5, en deuxième partie de saison 5 et début de saison 6, tu retrouves vraiment les trucs qui font que tu as aimé la série. Mais après, par la suite, la fin, j'aime vraiment pas. Sans rentrer directement dans les spoilers, il y a des morts que je trouve vraiment nazes. Qui sont pas à faire. Il y a, vous l'imaginez bien, des personnages principaux qui meurent dans la série quand même. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même un peu. Et notamment un gros personnage principal qui meurt pas loin de la fin de la série, que je trouve vraiment... la mort est débile. Comment ça arrive? C'est juste nul, c'est gratuit. Je comprends pas pourquoi ils ont fait cette mort. J'ai l'impression que le showrunner il s'est dit tiens, je vais tuer ce gars-là, mais j'ai pas vraiment d'idée, je sais pas vraiment pourquoi je vais le tuer, mais je vais quand même le faire. Et je trouve ça juste nul à chier. Donc vraiment Soprano, un gros kiff. C'est culte, mais pour moi c'est vraiment pas l'énorme série, c'est pas la série du monde, c'est pas la meilleure série du monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les Sopranos c'est vraiment la meilleure série du monde, mais pour toutes ces raisons-là, et encore je rentre pas dans les détails, vraiment Sopranos c'est excellent, hein, mais il y a trop de déception en fait. Genre durant ce fameux creux de saison 3 à saison 5 et demi, c'est que des intrigues de merde en fait, des intrigues OSEF, j'en ai rien à foutre des intrigues qui sont développées. Genre en début de saison 3, il y a un début d'intrigue avec la police qui commence un petit peu à moucharder Tony et ses collègues et tout. Et c'est intéressant pendant quelques épisodes, je crois, mais pas beaucoup, je crois peut-être 2 épisodes. Et il y a un élément qui fait que ils peuvent plus moucharder. Et après ils arrêtent. Hop. Plus les flics s'en battent les couilles maintenant, on arrête. Il y a une grosse enquête qui commençait, c'était quand même intéressant de voir ça. Je me demandais jusqu'où ça pouvait aller. Et juste pour un truc à la con, on arrête tout. On suit plus Tony Soprano, il n'y a plus d'enquête, machin et tout. Et ça revient plus du tout dans la série après. C'est comme si que l'autre il avait une auréole au-dessus de la tête et que ça y est, les flics ne s'intéressent plus du tout à lui alors qu'il a eu une grosse enquête au cul quand même pendant un petit bout de temps. Et en fait, c'est que des ratés en fait. Quand il y a une intrigue intéressante dans Soprano qui se dessine, elle finit en queue de poisson, elle finit pas des fois. La vérité, des fois, elle finit pas, carrément.
Non, mais c'est pour vous dire à quel point c'est bien Soprano, hein. Il y a vraiment des moments qui sont très cultes. Il y a même du Linkin Park à un moment donné dans Soprano Session, je crois. Donc je ne peux que aimer. En dehors des scènes vraiment cultes, en dehors des 2 premières saisons, en dehors de cette fameuse bulle entre la deuxième moitié de saison 5 et le début de la saison 6, pour moi le reste, c'est que du raté en fait. Et c'est pas... pour moi, ce bilan-là que je fais sur Soprano ne fait que... C'est pas la meilleure série du monde pour moi, elle ne fait pas partie des meilleures séries du monde. Tony Soprano, c'est un bon personnage, mais c'est pas le meilleur personnage du monde. Et la fin de la série, Monseigneur Tout-Puissant, je vais même pas en parler. Donc voilà, et en autre top, hors 2024, il y a bien sûr mon rewatch de FMA Brotherhood. Il y a quelques années ici en vidéo, je dis ici, bon là on est en format top flop et tout, c'est nouveau, mais vu que je suis en face cam et tout, ça me fait un peu penser au DLT, oui. Et il y a quelques années en DLT, il y a très longtemps, j'avais déjà dit que je voulais faire une vidéo Full Metal Alchemist Brotherhood versus... Je dis mais versus, mais ça va pas être un versus. La série de 2004-2003 là. Et en gros, l'objectif de la vidéo, c'est vous dire pourquoi je préfère la série animée de 2003-2004 à Brotherhood. Et en fait, c'est une vidéo que peut-être que je vais faire là en 2025. Peut-être que ça va se faire vraiment. Puisque là, j'ai encore à peu près en tête Brotherhood et que j'ai plus qu'à remater la série 2003-2004, mais cette fois-ci en prenant des notes. Et après, c'est parti pour l'écriture. Donc peut-être que j'aurai écrit la vidéo cette année, mais qu'elle sortira pas cette année. Mais il est sûr que là, incessamment sous peu, je me remate la série 2003-2004 et que je prenne mes notes et que ensuite je commence à build l'écriture. Je sais même pas depuis combien d'années j'ai dit ça, hein, mais enfin ça va se faire. Donc voilà, dans mes tops hors mention 2024 des séries, on va maintenant rentrer dans les tops et flops des films de 2024. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, j'ai mis Godzilla Minus One. Je crois que le film est déjà sorti depuis quelques temps, mais je crois qu'il est sorti qu'en 2024 dans les salles françaises. Je crois que c'est pour ça que je l'ai mis. Je sais plus. Mais du coup, je mets Godzilla Minus One dans les flops. Je trouve cool le film, mais j'ai pas trouvé que c'était non plus une giga dinguerie. En fait, je me suis regardé ce Godzilla là et j'ai aussi regardé le Shin Godzilla, qui du coup est dans les mentions hors 2024. Dans le top cette fois-ci, parce que je préfère le côté de Shin Godzilla où ça réinvente un peu le style autour du monstre Godzilla, genre le bazar il évolue, il grossit, il grandit jusqu'à atteindre la forme plus ou moins classique qu'on connaît sur la fin. J'ai préféré la proposition de Shin Godzilla que celle de Minus One, donc allez-y, sautez-moi dessus, mais je préfère. En les flops, il y a aussi Sans un bruit, Day One. Malheureusement, j'aime beaucoup Sans un bruit 1 et 2, A Quiet Place, mais le Day One là, il est cool, hein, mais sans plus. Franchement, sans plus. Je suis allé voir au Cinoche, je me suis dit, peut-être que j'irai le revoir. Si j'aime bien le film, si j'aime bien celui-là, j'irai peut-être le revoir ou je le reverrai dans l'année plus tard. Et ben non, en fait, je pense pas que je le rematerai. Après, je dis ça, peut-être je vais le remater, hein. Juste histoire d'être sûr. Mais je pense que je vais être sûr. Hormis le personnage principal féminin que j'ai bien aimé, son histoire est grave cool. Mais l'action autour d'elle et du personnage masculin qui est joué par Joseph Quinn, ces deux acteurs très très bons, leur interaction et tout sont cool durant tout le film, mais j'ai pas plus accroché que ça. Il y a aussi le personnage de Jimon dans le film qui revient, qu'on croise du coup dans Sans un bruit 2. Ce personnage là, je pense que ça aurait dû être lui le personnage principal en fait, et pas ces deux nouveaux là en fait. Je pense que ça aurait été vraiment intéressant de suivre le personnage de Jimon pendant ce Day One, avant qu'il aille sur l'île qu'on connaît du film 2. Ça aurait été, je pense, beaucoup plus intéressant. Il y a aussi dans mes flops Bad Boys Ride or Die. Que dire, vraiment les nouveaux Bad Boys, c'est juste clownesque en fait. Tu rigoles pas comme dans les deux premiers, franchement. Donc je l'ai quand même regardé histoire de le regarder pour me faire mon avis, et mon avis c'est que c'était pas bon, quoi. J'ai pas plus kiffé que ça. On a Venom Last Dance, je sais pas pourquoi j'ai regardé ce film, mais je l'ai regardé. Vraiment nul à chier. Qu'est-ce que je vais rien dire de plus, nul à chier, voilà. Gladiator 2 que je mets en flop, mais attention. En fait, je pense que je le mets entre flop et top. Pourquoi ? Parce que le film est bien, mais c'est pas une bonne suite. C'est pas Gladiator 2 en fait. Ça devait être autre chose en fait. Multiverse Gladiator à la limite.
parce que le mec il réinvente toute l'histoire en fait. Genre le premier Gladiator est incroyable, l'héritage de Maximus, toute son aventure, toute son épopée jusqu'à la fin, jusqu'à crever devant tout le monde, donner les derniers ordres pour que le Lucius et Lucilla, je sais plus, soit sauf. En gros, Maximus, à la fin de j'allais dire à la fin de Godzilla, à la fin de Gladiator 1, le mec, il sauve l'idée de Rome, il se venge, et il sauve aussi Lucius et Lucilla, et Lucella, je vais pas y arriver, et sa mère, qui sont un peu le reflet de sa propre famille. Et je vous rappelle, il a perdu sa femme et son gosse au début de Gladiator. Et à la fin, il sauve une femme et un enfant. Vous voyez, il y a un reflet, il y a un miroir en fait. Et c'est ça toute la beauté de ce premier film. Et en fait, le deuxième, t'as Ridley Scott, après avoir enchaîné sa méga pint, après avoir enchaîné... on sait pas ce qu'il prend ce mec-là. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il prend le mec? Il vire Neil Blomkamp de Alien 5, il reprend Alien en main, il fait Prometheus que moi je trouve sympa, mais après il te chie au visage Covenant. Voilà, le mec, après avoir niqué tout ça, il arrive et il dit bon, oui Gladiator là, un très bon film, hein. Bon, je vais reprendre le scénario, puis on va faire une suite qui réécrit, qui réinvente toute l'idée du premier. En fait, faut que ce mec-là, il arrête de toucher à ses succès d'avant. En fait, faut qu'il crée de nouveaux films. En fait, crée une nouvelle histoire. Nous emmerde pas. Pourquoi tu niques tout? Il a tout niqué, le mec. La prochaine étape, ça va être quoi? Il va reprendre tous ces films qui ont plus ou moins bien marché dans les années 80, 90 et 2000 et va faire des suites de merde après. Il faut arrêter le carnage. Donc Gladiator 2, j'ai bien kiffé parce qu'il y a de bonnes scènes d'action. Le film est beau. Il y a des beaux plans parfois. Il y a des beaux plans parfois. Pedro Pascal, il est extraordinaire dans le film. Denzel Washington, il est cool, mais comme beaucoup l'ont dit et comme j'ai beaucoup pu voir des remarques par rapport à son personnage, le mec il joue Training Day en fait dans Gladiator, donc bon, un peu particulier. Gladiator 2, bon, c'est un bon film, mais si tu retires le fait que c'est une suite à Gladiator 2 en fait, à Gladiator, tu me dis c'est un nouveau film, tu changes le nom des personnages et tout, tu fais un truc, oui ça va, c'est cool, mais en termes de suite, non, c'est pas une bonne suite. C'est vraiment une suite qu'il fallait pas faire. Ou alors fallait faire une suite. Tu fais une suite mais avec de nouveaux personnages, tu fais quelque chose d'autre, un truc de plus intéressant, de plus logique par rapport aux personnages que tu développes dans ton premier. Là c'est vraiment chier sur l'héritage des personnages, du scénario du premier film, pour juste dire bon vas-y je vais faire une suite pour faire une suite. Du coup dans mes tops de 2024, nous avons en première position Civil War. Incroyable Civil War. À la base moi je fais des photos, j'ai fait un CAP photo. Attention la nuance, j'ai fait un CAP photo et du coup je me suis senti concerné, je me suis dit un film qui suit une photographe, ça ne peut qu'être intéressant. Et il était vraiment très très bon, je pense que c'est un de mes films préférés de l'année, si ce n'est mon film préféré de 2024. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Furiosa, bien évidemment, la suite dans le passé, c'est un préquel à Fury Road. Et c'est excellent. Vraiment très très cool, mais je préfère largement Fury Road. Il nous faut un nouveau film Mad Max en fait. Donc George Miller, c'est cool Furiosa, hein. On a vraiment passé un très très bon moment. Des films comme ça, il en faut plus. Mais maintenant, il serait temps d'aller repêcher Tom Hardy. Tom Hardy il peut toujours jouer Mad Max à l'heure actuelle, donc il serait temps de faire une suite à Fury Road ou à un film qui se passe avant, je sais pas. Faut se démerder. Mais t'as Tom Hardy. Ton personnage de Mad Max, tu peux encore raconter des choses avec, tu peux encore lui faire vivre des aventures dans ton univers qu'on aime tous. Et donc, bouge-toi le cul. Fais-nous un nouveau film avec Mad Max, s'il te plaît. Kingdom of the Planet of Apes. Du coup, le nouveau Planète des Singes. Incroyable. J'ai vraiment adoré ce nouveau film. Je suis hypé par la suite. Vraiment, la fin du film me donne énormément envie. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. En même temps, je vais pas développer de ouf à chaque film que je mentionne, sinon la vidéo a fait. Là, je regarde le rec, je suis déjà à 46 minutes. Faut se manier le fion.
Donc très très bon film, je pense un de mes meilleurs films de l'année aussi, sûrement au même niveau qu'un Civil War ou peut-être un petit peu en dessous quoi. Dans les tops aussi on a Deadpool et Wolverine. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Retrouver Hugh Jackman en Wolverine, c'est totalement goldé. Le Ryan Reynolds, il est excellent en Deadpool. Cette version là en mode Disney, bon, ils ont pas pu être aussi trash que dans les deux premiers, mais ils le sont quand même et ils torpillent absolument tout le monde. Ils font même des blagues par rapport au fait que Disney ne veut pas qu'ils parlent de certaines choses. Au début du film, il y a plein d'allusions à la coke. Disney a dit ok, vas-y, faites ça. Donc c'est cool qu'ils ont pu faire ce Deadpool 3 et se lâcher autant. Mais dans ce Deadpool 3, il y a aussi du drama avec le personnage de Wolverine, avec aussi cet héritage autour des films de la Fox. Vraiment, c'est un très bon film du MCU pour moi. Il est divertissant, il y a à peu près tout. De ce qu'on peut attendre d'un film popcorn Disney, Marvel. Donc oui. Dans les tops aussi, j'ai Trap. Excellent Trap. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des gens qui parlent du fait qu'il y ait possiblement une suite avec le personnage, puisque la fin du film est un peu ouverte, donc pourquoi pas. Même si je pense que le film se suffit à lui-même. Apocalypse Z, un film qui est sorti sur Amazon, un film zombie. Le scénario, les actions, ce qui se passe, c'est pas forcément le point fort du film, mais il y a de très bonnes scènes d'action avec des zombies, notamment je pense à celle avec la moto. Il y a une très bonne scène d'action où le personnage traverse une espèce de campement, de camping, où il y a beaucoup d'infectés, beaucoup de zombies. Moi j'aime beaucoup ces phases dans les films de zombies que j'appelle de running. J'aime beaucoup les phases de running dans les films de zombies et celui-là est particulièrement excellent à suivre. Je vous conseille de regarder ce film-là. À ce qui paraît, il y aura des suites vu que c'est adapté d'un roman, d'une série de romans. Donc il y a moyen qu'il y ait des suites. Dans les tops, j'ai mis Alien Romulus parce qu'on retrouve quand même pas mal de vibes à l'ancienne. Le seul point négatif pour moi, c'est peut-être les personnages qui sont pas forcément tous très intéressants et surtout la fin. Ceux qui ont vu savent, la proposition à la fin du film, non, je comprends pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi il a fait ça, le mec, là, l'espagnol ? Pourquoi il nous a pondu cette merde à la fin ? Ton film était plus ou moins bien. Il y avait des références aux anciens films. Tu sens qu'il se passe quelque chose, ça peut être intéressant. Il y a quelques acteurs qui sont bons, notamment les actrices qui sont très excellentes. Les personnages masculins, sont quand même un peu moins intéressants. Le robot, entre guillemets, frère du personnage principal, ça marche plus ou moins, mais il y a quelque chose avec Romulus qui est quand même intéressant dans l'univers Alien, notamment le fait que c'est pas le Ridley Scott qui est derrière, quoi. Mais la fin, non, c'était... Vraiment, limite, à la limite du flop le film quand même, juste pour ça, vraiment. Dans les tops, il y a The Substance aussi. Je l'ai regardé pas mal en retard le film, mais j'ai vraiment adoré la proposition, l'idée. La fin, c'est vraiment horrible. La première heure, c'est l'intégration du délire, du fait de te créer un nouveau clone, etc. Le fait d'avoir une semaine chacun, etc. C'était intéressant, puis après, tu tombes un peu dans ce film un peu d'horreur en fait. Ça devient limite un film d'horreur après sur la fin. Je crois qu'ils disent quoi ? Horror Body, je crois. Ouais, je crois que c'est ça qu'ils disent. Vraiment cool, The Substance, la musique. Oh là là, la musique de ce film, incroyable. Le Seigneur des Anneaux, la guerre du roi Ymir, vraiment excellent. Film d'animation, du coup je pense qu'il y a quand même pas mal de fans qui ont été rebutés par le fait que ce soit un film d'animation, qui l'ont peut-être pas regardé. Si vous faites partie de ces gens-là, regardez-le. Oui, c'est animé, mais il est excellent et il vaut le coup. Si vous êtes vraiment des fans de Seigneur des Anneaux, du Seigneur des Anneaux, du coup en particulier des films de Peter Jackson, parce que c'est un film animé qui est dans l'univers des films de Peter Jackson. C'est pas un animé qui adapte ou qui est dans l'univers des bouquins. C'est vraiment par rapport au film, celui-là. Et du coup, si vous êtes vraiment fan des films de la trilogie, des deux trilogies, je vous conseille vraiment de regarder ce film parce que la fin, vous allez kiffer. Forcément, vous allez adorer la fin. Et du coup, le dernier film de mes tops, c'est bien évidemment Joker Folie à 2. Oui. Moi, je suis tombé totalement dans le film. J'ai adoré la proposition du film. On va dire que c'est en deux temps. Le premier temps, tu dis, ah ouais, c'est la suite. Tu tombes vraiment dans le truc. Il y a la relation avec Harley Quinn qui commence à se dessiner. Tu te dis, ouais, on va dans ce truc-là. Et la deuxième partie, la fin du film,
Tu te dis bah non en fait, ça va pas être ce que tu penses que ça va être autre chose, mais c'est pas moins stylé. Vraiment, je trouve pas que ce soit moins stylé, au contraire même. Il y a un truc très particulier autour du premier film qui fait que beaucoup de gens ont kiffé. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont pas kiffé le premier film, parce que pour eux c'était pas leur Joker, c'était pas une version du Joker qu'ils aiment. Et là en fait c'est un peu le même débat en fait je trouve avec ce second film. J'aime beaucoup la proposition, j'aime beaucoup la dernière scène du film, je la trouve même excellente. Pour moi c'est une claque la scène finale. Donc je peux comprendre qu'on puisse pas aimer le film, mais qu'on n'aime pas cette proposition de contre-pied par rapport au personnage, je trouve ça un peu bizarre quand même. Genre c'est juste Todd Phillips qui vous dit non, ça va pas être ça, ça va être ça. Moi j'ai pas trouvé ça moins stylé, au contraire, comme je disais plus tôt. Voilà, tombez-moi dessus aussi. Mais il fait partie de mes tops, Joker 2. Du coup, dans les mentions hors 2024, dans les flops, nous avons Oppenheimer. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les films historiques de Nolan. Je préfère quand il est dans la fiction, quand il est dans le fantastique, quand il est dans la limite aussi SF avec Interstellar. Je préfère ces films-là que les films genre Dunkerque, Oppenheimer. J'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai vraiment pas plus aimé que ça en fait, le film, tout simplement. Je sais pas si je le remettrai un jour, je pense pas. One Piece Red aussi, le film Red de One Piece, de la pisse, tout simplement. DBS Super Zero. En fait, le seul truc positif de ce film-là, c'est l'introduction qui met en scène l'arc de Goku petit face au ruban rouge. C'était incroyable de voir ça. Avec cette animation, il devrait refaire la série animée avec les graphismes qu'on a vu là dans cette intro. En fait, ça marcherait du tonnerre. Et puis les gens, au moins, sauraient ce que c'est vraiment Dragon Ball. Parce que y a une espèce de tendance à dire que Dragon Ball, c'est Dragon Ball Z, quoi. Les gens ne retiennent que la série animée Dragon Ball Z. Dragon Ball, pour eux, c'est Dragon Ball Z. Dragon Ball, tout court, Goku petit, ils connaissent pas. Donc, ils ne connaissent pas Dragon Ball, en fait. Dragon Ball, c'est 42 tomes. Et les 16 premiers tomes, c'est quand même un sacré bon quart de l'œuvre de Dragon Ball, où c'est Goku petit. Et il y a tellement de gens qui ne connaissent pas ça. T'es là, tu te dis, ouais, je suis fan de Dragon Ball Z, j'adore Goku, j'adore la Team Z. Hein. Mais Dragon Ball, avec Goku petit, tu connais pas, et t'es fan. Non. Lis, regarde l'animé, je ne sais pas, fais quelque chose, mais sois un vrai fan et connais entièrement Dragon Ball, s'il te plaît. Ensuite, dans les flops hors 2024, on a aussi Expandable 4. Est-ce que j'ai besoin de vraiment revenir de ouf sur ce film ? Je pense pas, c'était de la merde. Bon, je vais spoiler, on s'en fout de ce film. Au début de Expandable 4, le personnage de Stallone y meurt, et à la fin du film, en fait, il est pas mort. Donc faut se faire enculer. Je me suis aussi rematé les Rec, et dans mes flops, du coup, je vais mettre Rec 4, parce que Rec 4, c'était un film dont je me souvenais qu'il était vraiment pas ouf. Alors, du coup, en rematant les recs tout au long de l'année, du coup, je dis quand même, je vais remater le 4, voir s'il est vraiment aussi nul que ce que je pensais. Et oui, il est vraiment aussi nul que ce que je pensais. Et dans les flops hors 2024, je vais mettre aussi Halloween Ends. Je me suis du coup maté pour la première fois la trilogie Halloween 2018 jusqu'à Halloween Ends, et vraiment les deux premiers épisodes, les deux premiers films sont cool, notamment le 2, je vais revenir dessus après. Mais là, le 3, vraiment, c'est nul à chier. Franchement, la proposition est vraiment nulle. Je comprends pas pourquoi ils ont choisi de raconter ça pour le dernier opus, alors que la fin du second opus, c'est une fin ouverte, bordel de merde. C'est comme le premier. Genre, tu finis Halloween 1 sur quelque chose de plus ou moins ouvert. Le 2 reprend exactement là où le 1 finit. Le 2 finit, il se passe une grosse dinguerie. Et tu t'attends à ce que le 3 enchaîne sur la même nuit par rapport à ce qui s'est passé dans cette nuit-là. La dinguerie qui vient de se passer, tu reprends le personnage de Laurie Strode qui est un peu en second plan dans le second opus, à la fin revient à la charge, et tu te dis putain de merde, le troisième opus il va être incroyable. Et ben non, c'est de la merde, c'est horrible. Genre le troisième épisode, lui il prend la décision de dire bon, on va pas faire comme le début du 2, on va pas reprendre directement à la fin du 1, là cette fois-ci on va laisser une grosse pause, on va reprendre le personnage de Myers un peu plus tard, on va le foutre dans une grotte, on va le foutre un peu comme comme un Pennywise dans une espèce de grotte à côté de clochards et tout, on va le foutre là, et c'est une proposition vraiment naze. Le seul truc d'intéressant avec Halloween Ends, c'est le copain de la petite fille de Laurie qui tombe dans un délire un peu comme a pu tomber Michael Myers à l'ancienne, donc du coup t'as un petit effet miroir entre les deux personnages, mais moi ce que je voulais c'était la suite de l'épisode 2 en fait, je voulais la suite du film 2 en fait, je voulais pas une nouvelle histoire,
J'en ai rien à foutre de ce que t'es en train de me proposer là. Donc c'est un peu cet effet-là qui m'a fait Halloween Ends. Du coup, dans les tops, hors 2024, Le Cercle des Neiges était sorti sur Netflix en fin 2023. Je crois que je l'ai maté que en début 2024. J'ai eu froid pendant tout le visionnage du film. Le seul truc un peu négatif pour moi par rapport à ce film-là, c'est la fin. À la fin, les personnages qui ont survécu au crash et qui ont survécu au mois à bouffer de l'humain, etc., reviennent, sont sauvés et du coup reviennent à la civilisation et il n'y a pas ce retour sur leur expérience à la fin du film. J'aurais aimé que les personnages genre se livrent par rapport à ce qu'ils ont fait durant ces mois de survie, ça aurait été vachement intéressant, mais c'est éclipsé en fait. Donc je sais pas, sûrement un parti pris, mais j'aurais bien aimé qu'on rentre un peu plus dans le détail, genre sur les 15-20 dernières minutes du film, tu vois, ou juste 10-15 minutes, toi, mais au moins un petit retour là-dessus. Lilo et Stitch aussi, que je me suis rematé. Pour moi, c'est, Lilo et Stitch, gros classique pour moi. Ça faisait quelques années que je l'avais pas vu, donc le revoir avec le recul et le fait d'avoir bientôt 33 piges, il y a quand même des choses intéressantes dans le film. C'est du Disney, il y a de la musique, on rigole un peu, mais il y a aussi du drama. Et du coup, là, 2025, il y a le film en live action qui sort et j'espère que tout ce qui est vraiment intéressant, je veux l'aspect aussi avec les expériences, le gars qui a créé Stitch, les aliens et tout qui surveillent, le MIB, etc. Tu vois, je veux qu'il y ait ça, mais je veux aussi vraiment qu'on s'attarde sur le côté dramatique familial de Lilo, de sa sœur, de ce que Stitch lui apporte, etc. C'est vraiment le truc que j'aime le plus dans ce film-là, donc j'espère qu'il va vraiment être bien exploité dans le film live action. Gueule Noire, film de Mathieu Turi. J'avais déjà vu ses films précédents. Mathieu Turi, c'est le mec qui a réalisé le film qui va venir de Watch Dogs, et surtout le mec qui est censé réaliser la série live action de A Plague Tale. De la série de jeux vidéo A Plague Tale. J'adore Plague Tale. Le Requiem, pour moi, c'est une giga dinguerie. C'est pas au niveau à égalité d'un Last of Us, mais c'est un petit peu en dessous, donc c'est quand même vachement bien. Et du coup, je suis très hypé par ce projet de série live action, parce que Plague Tale, c'est Cocorico, c'est français. Mathieu Turi est français, la volonté de la production c'est qu'à 60% française, donc je suis très curieux de voir comment ça va se passer, où est-ce que ça va sortir, Canal+, une plateforme de VOD, je ne sais pas. C'est pour ça que ça m'a un petit peu étonné quand même qu'il fasse Watch Dogs avant, mais maintenant je pense que il a sorti Gueule Noire, il va sortir le film Watch Dogs, et je pense que la prochaine étape, ça va être de s'attarder vraiment à fond sur la série Plague Tale. J'espère, parce que y a vraiment un gros potentiel. Ça peut donner envie aux gens de jouer au jeu par la suite aussi. Donc je suis giga hypé par ce projet, je vais suivre ça, on va suivre ça, le projet Plague Tale en série live action. Du coup dans les top horror 2024 on a aussi Shin Godzilla, on en a un petit peu parlé juste avant, je préfère celui-là Minus One. J'ai aussi maté Sounds of Freedom, film produit par Mel Gibson et du coup où le personnage principal est joué par l'acteur qui avait joué son Jésus dans La Passion du Christ. Un film qui revient sur le trafic d'enfants à travers le monde, c'est je pense un film important à regarder, donc je vous le conseille fortement. The Back Rider, une vibe un peu documentaire, un peu Sons of Anarchy. Il y a Norman Reedus dedans. Très très sympa le personnage de Norman Reedus dans le film. Pour terminer, Halloween Kills. Halloween Kills, c'est vraiment le meilleur film de la trilogie. Laurie Strode, du coup, dans le film, est un peu plus en retrait, donc on met en avant plus d'autres personnages et surtout Myers en fait, qui fait un énorme carnage durant tout le film. Et la fin est juste incroyable puisqu'il y a ce reveal avec la chambre de sa sœur, avec le reflet de la fenêtre, et du coup t'as le fameux gros drama qui se passe, qui du coup enclenche Laurie Strode pour aller démonter Michael Myers, et où tu te dis le 3 ça va être une dinguerie, parce que à la fois tu vas avoir le versus final de Laurie Strode versus Michael Myers, tu vas vouloir se venger par rapport à ce qu'il a fait à la fin du 2 là, mais t'as aussi le côté mystère, fantastique, horreur, avec le fameux reflet de la fenêtre. Moi, ça a été une claque, vraiment, la fin du film, ces dernières minutes du film, avec tous ces reveals-là, ce truc de versus à venir final, j'ai vraiment adoré. Je me suis dit, putain de merde, c'est incroyable.
et la suite est nulle, la conclusion de la trilogie est nulle à chier, donc c'est terrible. Voilà pour mes tops et flops de l'année, que ce soit JV, séries et films. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que peut-être que certains films vous ont donné envie, certaines séries vous ont donné envie dans ce que j'ai pu vous dire et dans les jeux vidéo aussi. Je pense que du coup je referai la même vidéo en début 2026 par rapport à 2025. N'hésitez pas à me dire vous aussi quels ont été vos tops, vos flops en série, en film et en jeux vidéo en commentaire. Il me ferait un plaisir de vous répondre. Je suis également toutes les semaines en live sur Twitch, généralement le lundi jusqu'au mercredi, le jeudi c'est en pause, vendredi, samedi et dimanche pause. C'est à peu près ça la gueule de mes plannings. Donc n'hésitez pas à passer. En ce moment on est à fond sur The Witcher 3. Je fais quelques jeux aussi multi. Je vous donne rendez-vous là-bas sur Twitch. Je vous donne rendez-vous aussi sur mes réseaux Twitter pour suivre du coup le thread 2025 de mes films, de mes séries, mes jeux. Sur Insta aussi, je poste des contenus différents. C'est beaucoup les photos de mes jeux vidéo, les reels, des clips, etc. que je fais avec les lives sur Twitch. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.